Bonsoir et bienvenue à tous. Depuis le début de la crise anglophone au Cameroun, le débat s'anime autour de la forme de l'État. Alors que les tenants actuels du pouvoir au Cameroun affirment mordicus que la forme de l'État, la meilleure reste la décentralisation, en tout cas l'État unitaire décentralisé. En face, il y a un autre courant de plus en plus marqué qui estime et qui martèle que le moment est venu d'expérimenter le fédéralisme, en tout cas de retourner au système fédéral. Par contre, une autre frange des Camerounais se présentant comme des ambazoniens se disent prêts à mourir pour obtenir la séparation, la sécession. À quoi renvoie chacune de ces notions? Qu'est-ce que le fédéralisme? Est-ce une sécession? Est-ce une forme de sécession? Et la décentralisation a-t-elle des limites? Si oui, des limites que le fédéralisme peut franchir ou combler. Quels sont les avantages et les inconvénients de chacun de ces systèmes d'organisation politique et administrative? 237 le débat ouvre justement le débat ce soir. Merci, madame, messieurs, de nous recevoir chez vous. Sur le plateau 237 ce soir, Dr Louison Essoma, bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir à tous les téléspectateurs de 237 le débat. Je voudrais également respectueusement saluer les autres copanélistes. Je crois que la question au cœur de ce débat mérite que des arguments assez affûtés puissent être mobilisés, parce que toute une guéguerre se situe entre les décentralistes, les fédéralistes et les sécessionnistes. Je crois que nous aurons des arguments suffisants pour essayer d'éclairer la lanterne des nombreux téléspectateurs qui nous regardent. Docteur Louison Essoma, vous êtes enseignant de droit public, vous êtes au département de droit public à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Douala. C'est bien ça. Docteur Guisa Issamé, bonsoir. Bonsoir à tous, merci de l'invitation. Vous êtes enseignant de sciences politiques, vous êtes spécialiste des questions de décentralisation et de développement local. Oui, c'est cela. Voilà. Docteur Georges Edimo Mongori, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes juriste parce que vous travaillez sur le droit des organisations. En tout cas, vous avez beaucoup écrit et travaillé sur le droit des organisations. Vous êtes également économiste puisque vous indiquez un certain nombre d'ouvrages sur les questions économiques et politologue en même temps. Absolument. Merci donc d'être venu sur ce plateau. Merci, merci. Docteur Joël Raphaël Ouansi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes juriste, spécialiste de droit international, mais également très intéressé par des questions de l'environnement. Alors, docteur Ouansi, lorsque on écoute les Camerounais dans les rues aujourd'hui, en tout cas depuis plusieurs mois maintenant, il y a de nouveaux vocables qui sont rentrés dans le discours. On parle de fédéralisme, on parle de décentralisation, on parle de sécession. On n'a pas le sentiment véritablement que tous les citoyens qui en parlent en comprennent véritablement le sens. Évidemment, ce sont des termes très académiques sur certains aspects, même si la presse semble s'en saisir. Ce sont des termes, des concepts qui méritent un éclairage, parce que à un certain niveau, ces concepts sont plus ou moins confus dans l'esprit de ceux qui les écoutent ou bien ceux qui veulent les utiliser. Pourtant, il faut très bien que cela soit clair dans les esprits pour que chacun sache exactement de quoi il est question chaque fois qu'il en parle. Exactement. Pour que cela soit clair, il faut d'abord rester dans le domaine des définitions de chaque concept. Chaque concept a une définition bien claire. Et on va s'y atteler avec le docteur Louison Essoma. Docteur Louison Essoma, lorsqu'on parle de décentralisation, il faut entendre quoi? Ça renvoie à quoi? Duval, je pense que avant de rentrer dans ces différents concepts qui sont à la limite controversés et même complexes à définir, je voudrais qu'on situe quand même le téléspectateur sur l'histoire, parce que la forme de l'État se structure sur l'évolution institutionnelle, constitutionnelle et politique de l'État du Cameroun. Vous voyez qu'avec l'acquisition de la souveraineté internationale, en 1900, on met en place la Constitution du 4 mars 1960, qui est structurée autour de la forme unitaire, parce qu'en réalité, nous sommes au Cameroun oriental. Nous sommes la forme unitaire, et le type de régime est un type de régime parlementaire. Et après cela,
En 1961, c'est-à-dire le 1er septembre 1961, nous tombons dans la forme fédérale de l'État. Et ça, c'est au lendemain? Justement, après tout ce qu'on a connu, parce que le 11 février... La conférence de Fumba. Voilà, il y a une partie du Cameroun qui s'est rattachée du côté du Nigeria. Donc nous adoptons en 61 la forme fédérale. Et je vais vous dire, la spécificité, c'est quoi? C'est qu'en 61, au niveau de l'État fédéral, le régime est présidentiel, et au niveau des États fédérés, le régime est parlementaire. C'est-à-dire que, en réalité, les premiers ministres de chaque entité fédérée étaient élus par un collège électoral. Mais ce qui va se passer, c'est que le 1er novembre 1961, le président de la République va désormais désigner et élire les 2 premiers ministres des États fédérés. Ce qui fait que la fédération, à ce moment-là, prend véritablement un coup parce que nous revenons un peu dans une sorte de centralisme. Maintenant, en 72, nous revenons dans la forme unitaire. Et dans la forme unitaire, le régime politique à ce moment-là est un régime présidentialiste fort. Jean Jiquel dit d'ailleurs que nous sommes dans un régime négro-africain. Finalement, cela se renforce en 84. Il y a donc une mutation de forme de l'État au fil de l'histoire. Oui, au fil de l'histoire. C'est pourquoi il faut le rappeler. Au fil de l'histoire. C'est pourquoi cela est renforcé en 84 avec, justement, on enlève UNI. On reste dans la République du Cameroun. Parce que c'était jusqu'en 84, nous avons la République unie du Cameroun. Et en 84, donc, on enlève UNI, c'est donc resté République du Cameroun. Sauf qu'avec la Constitution de 1996, on parle d'un État unitaire décentralisé. Alors moi, je voudrais qu'on balise pour qu'on se comprenne très bien sur la question, puisque dans la séquenciation que vous avez faite, on voit apparaître à un moment donné justement la question du fédéralisme. Lorsqu'on parle du fédéralisme, ça renvoie à quoi de façon précise? Bien, ok. Je vais donc m'évertuer à définir les différents concepts. Quand nous prenons le fédéralisme, c'est un système politique au sein duquel ou dans lequel les compétences constitutionnelles sont reparties entre l'État fédéral et les entités fédérées. Si vous voulez, entre l'État central et les démembrements de cet État. Et bien sûr, dans ce système fédéral, il y a les principes qui sont posés, c'est-à-dire le principe de superposition, c'est-à-dire l'État fédéral garde la souveraineté internationale. Et les autres États fédérés, justement, ont créé à leur niveau des institutions qui leur sont propres. Donc il y a le principe de la superposition, il y a le principe de l'autonomie. Ça veut dire que chaque État fédéré a ses institutions propres. Sa justice, son hymne national, ses drapeaux. Mais tout cela doit être conforme à l'État fédéral. Ça, c'est au niveau de la fédération. Et il y a aussi le principe de participation, c'est-à-dire les États fédérés doivent participer au bon fonctionnement de la fédération. Voilà ce qui est justement... Alors, cela veut dire quoi? Ça veut dire que l'élément clé qui permet de faire la distinction, la différence entre le système fédéral et les autres systèmes, c'est quoi? L'élément clé, c'est simplement qu'il y a la création d'une entité nouvelle supérieure qu'on appelle État fédéral. Donc, il y a une autorité supérieure. Oui, voilà. Au-delà de l'autonomie des autres structures. Voilà, des autres structures. Alors, peut-être que Dr Isaac Samé devrait compléter cette définition ou peut-être donner quelques éléments qui permettent de mieux situer les caractéristiques. De l'État décentralisé ou bien de l'État fédéral. Du fédéralisme, on parle du fédéralisme. D'accord. Pour le fédéralisme, ici, qu'est-ce qu'on a? Vous avez un État qui est complexe. Pourquoi? On l'appelle État complexe tout simplement parce que il y a au niveau supérieur les entités ou les institutions fédérales, mais cet État est composé d'institutions fédérées qui sont autonomes, avec leur exécutif, leur législatif, leur judiciaire. On leur refuse tout simplement la souveraineté. Et donc, au niveau de la gestion, l'organisation, qu'est-ce qu'on a? On a que chaque État fédéré qui compose, c'est-à-dire que si vous prenez le Nigeria, ces États qui composent, vous prenez les États-Unis, les États fédérés qui composent, vous allez en Allemagne, les États qui composent ont leur fonctionnement. Mais ce fonctionnement-là doit être conforme à la répartition des compétences que la Constitution fédérale a déterminées. Parce que ce qui fait l'une des caractéristiques essentielles justement de l'État fédéral, c'est que il fonctionne sur la base d'une Constitution fédérale. Et on aime bien présenter cet acte juridique parce que ça permet de marquer une différence avec l'État confédéral. Le
confédéralisme où vous avez plutôt les composants qui sont des entités indépendantes, mais qui ont également, au niveau supérieur, une sorte d'organisation qui va s'occuper de leurs intérêts communs. Mais cette fois-là... C'est-à-dire que vous avez les institutions qui sont au niveau des États fédérés, mais vous avez peut-être une institution supérieure au niveau de l'État fédéral. Oui, de l'État fédéral. Mais là, comme je disais, dans la fédération, vous aurez la Constitution fédérale qui va déterminer les compétences entre les institutions qui s'occupent des affaires collectives de toute la communauté fédérale qui est constituée, et vous aurez des compétences pour les entités fédérées qui les composent. Donc, on va par exemple dire que si vous allez dans l'État de Floride, aux États-Unis, mais cet État a son exécutif, son judiciaire, son législatif. Vous voyez, cet État fonctionne selon ces lois qui sont là. Mais il y a des lois fédérales qui sont au-dessus, qui permettent donc d'assurer les intérêts de toutes les autres entités fédérées qui composent. Maintenant, il y a souvent un problème d'ordre protocolaire, encore que la définition qu'on veut bien donner à l'État fédéral ne peut pas être satisfaisante, parce que l'État fédéral diffère dans son organisation, son fonctionnement d'un État à un autre. Ce que vous allez rencontrer au Nigeria ne sera jamais ce que vous allez rencontrer. Ça veut dire que même dans le fédéralisme, il y a des variantes. Oui. C'est la raison pour laquelle, par exemple, en Belgique, vous allez voir que les entités fédérées, tout comme en Allemagne, sont les régions. À ne pas confondre avec les régions que l'on retrouve dans l'État décentralisé, qui sont les collectivités territoriales décentralisées. Donc il faut faire ces différences. Or, ailleurs, comme aux États-Unis ou au Nigeria, on parle plutôt d'États fédérés. Donc, les entités qui composent l'État fédéral dans ces deux États fédéraux-là sont appelés États fédérés. Par contre, en Belgique et en Allemagne, on les appelle les régions, par exemple. Autrement dit, on peut avoir un État fédéré qui soit un État autonome, mais qui ne soit pas un État indépendant au sens du droit international. C'est cela. Ok. Alors, docteur Edimo Mongori, peut-être pour qu'on ramène ça au Cameroun, pour permettre au Camerounais de bien comprendre. Si on parle d'un État fédéral au Cameroun aujourd'hui, en parlant peut-être des États fédérés, cela voudrait dire quoi de façon concrète, peut-être pour que nos téléspectateurs comprennent mieux? Oh, ça pourrait vouloir dire que peut-être suite à un référendum, les populations se sont engagées à créer, parce que c'est elles qui le créent, un État qui fonctionne autour de 10 ou 6 entités fédérées, des États qui peuvent décider, États fédérés qui fonctionnent sur la base d'un vouloir vivre ensemble ou d'un sentiment d'appartenance ethnique, religieuse ou autre. Donc, selon les États, on a vu des formes d'États fédérés qui sont adossés sur la religion, comme en Éthiopie. Éthiopie, c'est un peu ça. Mais dans d'autres cieux, quand on voit la fédération allemande, par exemple, on constate que, en fait, il y a les Länder, ce qu'il a appelé les régions. Les Länder sont adossés sur des sentiments très forts d'appartenance à certaines de partage de certaines valeurs éthiques, valeurs sociologiques. C'est-à-dire qu'il y a toujours un élément, il y a toujours quelque chose qui justifie la création de ces États fédérés. D'où la question. Ça peut être adossé sur la religion que vous avez indiquée, ça peut être adossé sur d'autres éléments qui peuvent être, je veux dire quoi, les facteurs de création de ces des facteurs fédérés qui mobilisent pour la création d'un tel État. Et au Cameroun,
Nous savons que nous avons eu un système fédéral adossé sur deux grandes entités, l'une francophone, l'autre d'expression anglaise. Et aujourd'hui, naturellement, la question se pose, est-ce que déjà à l'intérieur des entités d'expression anglaise, est-ce qu'il y a ce sentiment de vouloir vivre ensemble? Et puisque justement c'est un facteur important c'est un facteur extrêmement important. Et quand vous fréquentez ces milieux comme je le fais, vous avez l'impression qu'en fait, ça n'existe pas. Le sud-ouest et le nord-ouest, ce n'est pas toujours la même chose. Pourtant, si on prenait le facteur linguistique, Dr Idi Omongori, peut-être qu'on devrait penser à... on est là en train de faire un peu de science-fiction, en se basant sur les éléments que vous avez développés tout à l'heure pour justifier les critères d'érection ou de création des États fédérés. Si on prend le critère linguistique, c'est que forcément, on va avoir un État francophone et puis de l'autre côté, un État anglophone. On pourrait avoir un État plus large. C'est pour cela que j'ai parlé de peut-être 6 États fédérés dans le contexte. Oui, c'est vrai qu'il y a une autre délimitation qui pourrait tenir compte de ce qu'on appelle les régions naturelles. Les régions naturelles. Qu'à ce moment-là, on se retrouverait à 5 États, par exemple. Parce que vous retrouvez justement dans le sud-ouest des populations qui sont totalement proches des populations du littoral. Lui, il ne va pas me démentir. Donc, les Bagweri, les Douala, les Bakosi, tout cela, ils fonctionnent de la même façon à peu près. Donc, vous voyez qu'il y aurait du mal, en fait, à créer un État fédéral composé d'une part d'entités d'expression anglaise, nord-ouest, sud-ouest, qui peut-être, sur le plan sociologique, constituent des entités suffisamment distinctes, qui ne partagent pas toujours les mêmes valeurs et qui n'ont certainement pas, au vu de ce qui se passe, la volonté de vivre ensemble. Donc, en fait, le fédéralisme doit également être quelque chose qui vient du cœur. Il faut avoir ce vouloir vivre ensemble. Lorsqu'il n'est pas là, c'est un problème. D'où la question, est-ce que cette question n'est pas un accident aujourd'hui? Poser le problème de fédéralisme. Est-ce que avant la crise anglophone, est-ce qu'il y avait forcément ce besoin 5 ans à l'avance? C'est des questions... Oui, et c'est une question importante que nous devrons nous poser peut-être dans le courant de cette émission, parce que, comme vous le savez, effectivement, il y a des points de vue divergents sur la question. Il y en a qui estiment qu'une vraie décentralisation n'aurait pas permis l'émergence de ces violences qu'on observe dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et qui donnent lieu aujourd'hui à des revendications comme le sécessionnisme. D'autres développent plutôt la théorie du complot pour expliquer que eh bien, ce serait entretenu par un certain nombre de puissances étrangères qui convoitent le Cameroun et qui pourraient, à travers ces mécanismes-là, provoquer une sorte de déstabilisation et donc sauter comme des rapaces sur les richesses naturelles. On y revient dans le courant de cette émission. Docteur Ouassi, le Cameroun a été un État fédéral à un moment donné. Il parlait tout à l'heure dans le déroulé qu'il a fait, Dr Issomba, il a montré qu'entre 1961, en tout cas au lendemain de la conférence de Fumban et avec la mise en place de la constitution du 1er septembre 1961, le Cameroun était un État fédéral jusqu'en 1972, lorsqu'il passe à un État unitaire. Cette décentralisation a été caractérisée par quoi? Bon, il faut revenir à l'histoire du Cameroun, n'est-ce pas? Sur le fédéralisme camerounais. Oui. L'ancien territoire sous tutelle britannique était administré au Nigeria, était administré par le Nigeria sous une forme qu'on appelait le système d'indirect rule, cette administration indirecte. Donc, les anglophones du Nigeria viennent déjà à la fédération en 1961 avec le Cameroun, avec des bases de fédéralisme. Des bases de fédéralisme qui ne sont pas fondées exclusivement sur la langue.
qui était fondée aussi sur une forme de culture. Une forme de culture qui est britannique, qu'ils ont hérité de la colonisation, qu'ils ont hérité du passage des Anglais, mais qui est aussi fondée sur le fait que la région du nord-ouest du Cameroun est surtout administrée sur le plan culturel par des micro-royaumes, des micro-nations. Ces micro-nations, il faut d'abord expliquer aux téléspectateurs ce que représente d'abord une nation. Une nation, c'est un ensemble de personnes vivant sur un même territoire, ayant la même culture, la volonté de travailler ensemble et la volonté de partager le même destin. Bien. Donc, l'État, les micronations ne constituaient pas à l'époque des États. Donc, l'administration britannique a administré ces micronations en leur donnant un certain nombre de compétences, d'attributs. Et quand cette partie du Cameroun vient à la fédération en 1961, elle porte déjà en elle elle vient avec les critères très bien fondés, elle porte déjà en elle la fondation du fédéralisme, de l'administration indirecte. Donc, parlant de... je vous demande... On est sur le fédéralisme, les caractéristiques, les éléments clés qui permettent de distinguer le fédéralisme des autres systèmes. Je vous ai parlé des éléments clés qui sont des éléments culturels, le mode d'organisation des États coutumiers, des États, le mode culturel, mais je vous parle aussi des aspects linguistiques. Mais il y a aussi les aspects territoriaux, puisque c'est deux territoires qui se rencontrent, qui s'étaient séparés avec le traité de Versailles, qui reviennent avec une identité territoriale. Une identité territoriale, c'est pourquoi on parle des frères de l'autre côté du Mungo. Et il faut se le dire, l'histoire telle qu'elle a été marquée au Cameroun oriental n'était pas la même histoire telle qu'elle a été marquée au Cameroun occidental. Donc, comme j'avais parlé des micronations, de micronations, évidemment, j'insiste encore sur les aspects historiques. Donc, l'histoire nous a séparés, l'histoire nous a réunis. Donc, il y a donc l'élément historique, l'élément culturel et la volonté de vivre ensemble. Et les dirigeants du Cameroun occidental, les peuples du Cameroun occidental avaient manifesté, sous le contrôle des Nations Unies, la volonté de vivre avec les peuples du Cameroun oriental. D'où le référendum. Et ce référendum est un acte que les Nations Unies ont enregistré, qui est devenu l'élément fondateur de la fédération du Cameroun. Alors, Dr Jean Essoma, en 1961, donc, le Cameroun devient un État fédéral. Le système d'organisation politique et administrative est donc le fédéralisme. On est dans un système de fédéralisme à deux États. Et en 1972, le Cameroun passe, et c'est vous qui l'avez rappelé tout à l'heure, du système fédéral au système unitaire. Deux questions. La première, pourquoi le Cameroun passe du système fédéral au système unitaire? Est-ce à dire qu'on a enregistré un certain nombre d'inconvénients ou un certain nombre de choses qui représentaient un handicap pour la construction de l'État? Duval, permettez-moi de revenir un peu sur le concept de fédéralisme ou la fédération. Vous savez, il y a deux types de fédération, la fédération par association et la fédération par dissociation. Ça veut dire quoi? La fédération par association veut dire que des États indépendants et souverains décident de s'unir. Nous sommes donc dans une fédération par association. Il peut donc avoir une fédération... Il y a des exemples en Afrique? Oui, par association aux États-Unis. C'est-à-dire que les 16 colonies qui se remettent en une, voilà une fédération par association. Oui. Et une fédération par dissociation, l'exemple du Nigeria, former un État et ils ont décidé de former des entités fédérées et de garder l'État fédéral. Alors, à partir de là, on se rend bien compte que la fédération, donc, c'est quoi? C'est que c'est une association d'États souverains qui décident de se débarrasser d'une parcelle de leur souveraineté au profit d'une entité supérieure. Oui. Parce que tout à l'heure, vous demandez quelles sont les spécificités et les particularités. Donc, à partir de là, on met en place un État
c'est-à-dire qu'un État supérieur qui va donc, comment dire, permettre aux entités fédérées de respecter l'État fédéral. C'est-à-dire que le principe, c'est quoi? On leur donne leur autonomie. Ces entités ont des pouvoirs qui peuvent s'étendre à quel domaine, par exemple? Non, qui peuvent s'étendre sur tous les domaines, mais à condition de respecter la Constitution fédérale. Parce que ce qui est intéressant à noter ici, c'est la qualité de la norme, qui est la Constitution fédérale. Donc, c'est la raison pour laquelle l'État fédéral conserve la souveraineté. Voilà. Maintenant, par rapport au cas que vous posez, je crois que la thèse du professeur Lekenen Donfak répond très bien à la question, l'échec du fédéralisme au Cameroun. Et vous savez que le fédéralisme au Cameroun était biculturel. Et on avait estimé que sous cet angle-là, il était bien difficile de permettre et de valoriser le vivre ensemble. Il fallait donc revenir là à la nécessité de la forme unitaire. Donc, en réalité, ce qui justifie, à mon point de vue, ou à mon sens, le retour, le passage, en fait, de la fédération à l'unitarisation, c'est simplement qu'il fallait davantage prôner le vivre ensemble. Parce que le vivre ensemble, en fait, c'est l'élément fondamental de la structuration et de la définition de la nation. Est-ce que c'est un argument qui, de votre point de vue, vous sont pesants, docteur Issoumba? Oui, justement. Je pose la question maintenant à l'enseignant de... Oui, compte tenu de ce que notre pays est multi-ethnique, multiculturel. Dans le développement que vous avez fait tout à l'heure, vous avez parlé de fédération par association et de fédération par dissociation. Oui. Dans le cas du Cameroun en 61, il s'agit de quel type de fédération? Non, c'est une fédération par association. Alors, vous avez pris un exemple tout à l'heure, vous avez pris le cas des États-Unis, qui est également un exemple de fédéralisme par association. Oui. Le cas américain aujourd'hui est un cas qui est cité comme exemple de fédération ayant réussi. Oui. Il y a eu un melting pot américain avec, je dis, des gens d'origine diverses qui se sont mis ensemble, qui ont construit un État qui, de toute évidence, ne souffre pas de très grands mots. Pourquoi dans le cas du Cameroun, on n'aurait pas obtenu les mêmes résultats? Oui, tout simplement pour rester sur la thèse du professeur Lekenen Donfak. Tout simplement parce que la mise en place d'une fédération, et ça, le docteur Isaac Samuel l'a rappelé tout à l'heure, la mise en place d'une fédération dépend de ce que l'on veut bien mettre l'objectif qu'on va atteindre dans le contenu. Oui. Parce que je veux, par exemple, le régime politique américain est un régime particulier, c'est-à-dire qui est bâti autour d'un phénomène simple qu'on appelle en anglais les checks and balances, c'est-à-dire que les poids et contre-poids. On voit très bien comment dans ce régime, le président de la République, qui est dans un exécutif monocéphale, neutralise le Congrès, c'est-à-dire qui est structuré, qui est dans une structure bicamérale, qui a le Sénat et la Chambre des représentants. Vous voyez donc, le système est bâti de telle manière que quand le président de la République veut prendre une décision importante, le président des États-Unis veut prendre une décision importante, il faudrait l'avis du Sénat. Sans cet avis-là, la décision du président n'a pas effet. Vous voulez donc dire quoi? Vous voulez donc dire qu'il y a un lien étroit entre le système d'organisation politique et administrative et le régime politique? Oui, justement, cela il va de pair. Tout ça pourquoi tout à l'heure, quand j'ai essayé de rappeler l'évolution institutionnelle, politique et la forme de l'État, c'était justement pour apporter une esquisse de réponse sur cette question, parce que je savais qu'on allait venir. Okay. Parce que la forme de l'État doit correspondre à la nature du régime politique. Quels sont... Il a commencé à ébaucher, mais il faut peut-être creuser davantage, docteur Isaac Issamé. On passe du système fédéral en 1972 au système unitaire. Cela veut dire qu'il y avait peut-être quelque chose qui n'allait pas pour qu'on change de système. Quels sont les avantages d'un système fédéral et quels en sont les inconvénients? En commençant par le contexte. Est-ce que les Camerounais, même à la suite de l'indépendance, avaient l'idée de fédéralisme? Quand vous voyez les acteurs politiques de l'époque, moi je ne pense pas. Parce que tout de suite après la fédération, en 1961, vous allez vous rendre compte que le président de l'époque demande à l'un de ses hommes de main, notamment le monsieur Moussa Yaya, de commencer à unifier les institutions. C'est très rapide. Et donc, je dois dire qu'il y a eu certainement l'influence du Cameroun francophone qui dominait déjà à cette époque-là. Et donc, si on s'appuie sur le jacobinisme qui était très développé en France, on peut bien comprendre
que l'idée ait été de centraliser l'État en procédant par cette réunification avant de passer à l'unification. Donc moi, je pense que c'était un projet. On ne pouvait pas aller brutalement. Deuxième argument, pour étayer cela, cette fédération qu'on a entre 61 et 72, c'est une curiosité au Cameroun. Premièrement, vous avez des exécutifs, c'est-à-dire l'État fédéré anglophone, l'État fédéré francophone, qui n'ont pas de véritable pouvoir. Le pouvoir est plutôt au niveau de l'institution fédérale, donc centrale. Le président a Aïdjo. Or, les autres, qu'est-ce qu'ils avaient? Et on va arriver là. C'était un problème d'honneur. C'est-à-dire que vous avez les honneurs, vous êtes quand même le premier ministre de telle entité fédérée, de telle autre. Et au niveau protocolaire, vous voyez le rang que vous pouvez avoir. Toujours au plan institutionnel, curieusement toujours, on a un parlement monocaméral. Alors qu'en réalité, il y a 2 États fédéraux, on pouvait déjà avoir le bicaméralisme. Or, c'était une seule chambre qui fonctionnait. Donc, toutes les conditions étaient réunies pour que cet État fédéral-là ne mette pas par-delà l'idée de vouloir unifier, de vouloir ramener tous les Camerounais qui étaient d'abord... C'est un fédéralisme d'un type particulier. C'est cela. Les Camerounais qui étaient d'abord, on peut dire comme ça, en termes de territoire, unis avant que le colon n'arrive. Donc l'idée était peut-être aussi de leur permettre d'être ensemble. Maintenant, vous allez comprendre que avec le fédéralisme, on a une répartition politique de pouvoir. C'est-à-dire que tous ceux qui ne peuvent pas être président de la République, avec le fédéralisme, arrivent quand même à être à la tête des entités fédérées. Tous ceux qui ne peuvent pas être, au mieux, avoir des postes au niveau de l'État central, et donc fédéral, là, vous allez voir qu'ils auront ces postes au niveau des entités fédérées. Donc il y a une meilleure répartition des postes politiques. Et donc ça peut s'appliquer au Cameroun. C'est d'ailleurs ce qui explique qu'aujourd'hui, ayant frappé sur le centralisme qu'on a au Cameroun pour plusieurs acteurs, ils revendiquent la fédération. Pourquoi? Parce que ne pouvant pas, par exemple, mettre le gouvernement actuel de côté, parce qu'il y a les élections, chaque fois on se rend compte que les adversaires du président perdent. Alors, dès qu'ils se rendent compte qu'ils perdront pendant longtemps, mais pourquoi ne pas donc demander le fédéralisme où on pourra avoir une répartition du pouvoir politique? Mais cette répartition du pouvoir politique, je me pose la question de savoir où est-ce qu'on met les populations là-dedans. Et c'est en ce moment-là que vous allez vous rendre compte que, bien que le fédéralisme entraîne une compétition entre les États fédérés, on vise un développement beaucoup plus rapide, et le coût est quand même élevé parce qu'il y a des multiplications des institutions. Et effectivement, lorsqu'on parcourt un certain nombre d'auteurs qui ont écrit sur l'histoire du Cameroun, il y a un élément qui revient très souvent. Les gens estiment, il semble que c'est la raison officielle, qu'on a, entre autres, décidé de procéder à la mise en place de l'État unitaire parce que le système fédéral coûtait très cher. Les institutions étaient en double et coûtaient excessivement cher. C'est d'ailleurs un argument qu'avait développé le président Aïdjo à l'époque. Ça devait être plus cher. Donc, officiellement, c'est ça. Mais, au-delà de ça, je vous ai indiqué d'autres conditions. D'autres enjeux. Oui, mais maintenant, vous allez vous rendre compte que cela n'aide pas tellement les populations s'il n'y a pas une culture. Parce que, si on se limite simplement à la répartition des postes, la question du développement local n'est pas réglée. La question du bien-être des populations n'est pas réglée. C'est en ce moment-là qu'intervient la décentralisation, parce qu'elle s'adresse directement aux populations locales, à la différence du fédéralisme. Maintenant, pourquoi est-ce que les pays fédéraux, par exemple, comme les États-Unis ou l'Allemagne, pour ne citer que deux là, ont réussi, après la répartition du pouvoir politique, à se développer au plan local? Là, je vais vous surprendre. C'est que dans ces deux pays-là, au-delà du fédéralisme, il y a encore la décentralisation. Il faut le savoir. Parce que aujourd'hui, dans les
les chaumiers et même dans les débats publics, les gens ont l'impression que quand vous dites fédéralisme, ça veut dire opposition à la décentralisation, ou alors décentralisation veut dire opposition au fédéralisme. C'est très faux. C'est faux. Encore que la Constitution du Cameroun, dans son article 64, dit qu'on peut réviser la Constitution, mais ne jamais toucher la forme républicaine. On n'a pas dit qu'il ne faut pas toucher la forme de l'État. Elle, on peut en discuter. Mais la forme républicaine, autrement dit, le Cameroun ne peut pas devenir un royaume, au sens de l'article 64. Mais au sens de cet article, le Cameroun peut être un État fédéral, le Cameroun peut être un État unitaire, centralisé, décentralisé ou même régionalisé. Maintenant, ça dépend de la culture que les acteurs politiques ont, ça dépend de la culture que les populations ont pour pouvoir suivre... ça veut dire que dans l'esprit du législateur, il était question de protéger le caractère démocratique de l'État. La capacité pour les populations à participer à la gestion des affaires publiques par le choix des personnes que ces populations ont. Pas les populations. Vous voyez souvent qu'il y a une mauvaise interprétation de cet article 64. Parce que effectivement, on veut fuir l'élément essentiel qui demeure le développement local. La bagarre reste entre les acteurs politiques, alors qu'en réalité, au-delà de cette bagarre-là, il faudrait regarder ici, en bas, parce que ce sont précisément les populations dans ces batailles politiques-là qui encaissent. Alors, cela veut dire, Dr. Dumo, qu'au finish, cette bataille autour des concepts est d'une vacuité extraordinaire et que finalement, ce qui compte, c'est qu'est-ce que les populations tirent des systèmes d'organisation politique et administrative qui sont mis en place par les États. On a bien vu qu'avec le fédéralisme, on peut avoir un fédéralisme tronqué qui n'aide pas fondamentalement au développement des populations, non? Excellent. Je crois qu'il a très bien exprimé le précédent orateur, Dr. Essamé. Souvent, on a l'impression que ces deux concepts opposés, le fédéralisme et la décentralisation. Mais l'un accélère l'autre. Ce n'est d'ailleurs pas seulement dans un sens, même dans l'autre sens. Et c'est là l'importance de la question pour nous au Cameroun. En fait, le problème ne se serait jamais posé si, en fait, on avait articulé la promotion du développement local à temps. En fait, c'est ça le vrai problème. Si on avait permis aux 360 communes qui génèrent quand même l'essentiel des finances publiques en circulation, de gérer une portion suffisamment raisonnable de ces finances publiques. Aujourd'hui, les 360 communes ne gèrent pas 10% des finances publiques en circulation. En fait, c'est ça le véritable problème. En fait, en même temps, on peut avoir un État fédéral fondé sur 6 États, 10 États fédérés, pourquoi pas. Mais si on a, et que en fait les populations ne participent pas, si on ne fait pas cette promotion suffisamment forte du développement local, parce qu'en fait c'est ça le sens même de la décentralisation. Autrement dit, si on venait aujourd'hui, faisons un peu de science-fiction, organiser une consultation populaire pour demander aux citoyens, êtes-vous pour la décentralisation ou pour le fédéralisme? En réalité, on ne serait pas en train de résoudre le problème. Parce que ce qui compterait le plus, c'est qu'est-ce que vous mettez à l'intérieur de cette décentralisation, de ce fédéralisme. Le contenu. Le contenu. Alors, sur cette question-là, Dr. Joël Raphaël Wansi, au finish, on voit bien que ce soit fédéralisme ou décentralisation ou toute autre chose, le plus important, c'est qu'est-ce qu'on y met et quelle est la part des populations dans la gestion des affaires publiques et sa capacité à en tirer les meilleures dividendes pour son épanouissement. Oui, ça c'est le rêve, ça c'est la vision qu'on peut avoir. Mais il faut contextualiser les choses. Comment pourront se développer décentralisation et fédéralisme? Ils ne peuvent se développer que dans un système démocratique. Ces formes d'État, tant admirées, tant appréciées par les populations, ont joué aussi parce que les systèmes politiques qui avaient été mis en place aux indépendances ne laissaient pas les espaces démocratiques et d'expression de liberté publique.
Si vous prenez le cas du Nigeria, si le Nigeria n'avait pas été une fédération, par dissociation, le Nigeria aurait disparu, il aurait explosé. L'État de Biafra serait aujourd'hui un État, au sens international du terme. Mais le problème se pose, chaque fois qu'on parle de décentralisation, il faut contextualiser les choses. Nous avons nagé pendant longtemps dans le système de parti unique. Comment des gens qui, venant avec leur tradition démocratique qu'ils avaient déjà dans leur région, pouvaient nous rejoindre sans grincer des dents dans un système de parti unique? Donc, l'espace politique est très important pour comprendre les questions, pour intégrer les aménagements administratifs, pour intégrer l'organisation de l'État. Aujourd'hui, on est en train de se poser. C'est parce que nous avons, il faut se le dire, il ne faut pas mentir, nous avons un déficit démocratique dans notre forme d'administration. Ce qui fait que il sera difficile aux gens de croire en l'État fédéral. C'est-à-dire pour vous, ce déficit démocratique est tel que, quel que soit le système qu'on devrait implémenter, ce déficit démocratique ferait que le système ne pourrait pas être le meilleur. Il ne pourrait pas être le meilleur. Qu'il soit le fédéralisme ou la décentralisation. Puisque les particularismes, puisque les peurs, puisque les personnalisations du pouvoir vont miner le système de la décentralisation. Les États-Unis naissent avec une démocratie, avec la participation du peuple américain à l'élection ou bien au choix de leurs dirigeants. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, tant qu'on ne va pas croire à la démocratie, les règles minimales de la démocratie, les libertés publiques ne seront pas respectées, ne me parlez pas de fédération. Je crois qu'aujourd'hui, le caillou que nous avons dans la chaussure est que nous n'avons pas suffisamment préservé les libertés publiques lorsque les amis anglophones nous ont rejoints. Très peu, je me souviens, lorsqu'on a dit parti unique, très peu ont apprécié l'émergence du parti unique, du parti-État. Oui, ça a été combattu, même au niveau de la République. On se souvient qu'un certain nombre de responsables de partis politiques, lorsque on a lancé le processus d'unification des formations politiques au Cameroun oriental, il y a eu des résistances, il y a eu un certain nombre de leaders qui ont d'ailleurs été arrêtés. Je pense à Théodore Maïmatif, je crois, ou encore de... alors, donc sur cette question... Bibi dit... Alors, docteur Issomba, au finish, lorsqu'on... Il y a d'autres types de fédérations, on parle souvent des fédérations asymétriques. Je vais dire quoi, des types de fédérations où on peut peut-être, au regard d'un certain nombre de particularités, accorder des avantages ou des situations, je vais dire des conditions particulières à certains États au sein des États fédérés. Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ces mécanismes-là ou bien ces leviers-là pour régler certaines questions précises qui se posent et qui pourraient être des menaces à une vraie fédération? Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'en fait, il n'y a pas de fédéralisme stéréotypé. Oui. C'est-à-dire que standardisé. Oui. Il y a du fédéralisme en rapport avec ce que l'on met dans le contenu, qu'on venait de le dire. Mm-hmm. Et si vous avez vu aujourd'hui le fédéralisme aux États-Unis, et ça le docteur l'a rappelé, tient sur des principes démocratiques. C'est-à-dire, on a souvent d'ailleurs même pensé que une fédération aboutit, en fait, lorsqu'une fédération est aboutie, c'est à partir de la décentralisation. Donc, une fédération aboutie tire ses bases de la décentralisation. Parce qu'on estime qu'il y a déjà une bonne dose de formation démocratique au niveau local, et dès que cela est regroupé sur le plan générique et général, il n'y a plus de problème parce que la base locale est suffisamment démocratisée. Donc, à partir de là, on se rend donc compte que les fédérations asymétriques, vraiment, pour ma part, restent des fédérations complexes. Tout ce qu'on peut relever d'important, c'est simplement que quand on s'engage à mettre en place une fédération, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la question c'est de savoir
quel est au final le profit pour le peuple à l'effet d'assurer son épanouissement. Quelle que soit la forme de l'État que vous mettrez en place, si le peuple ne se retrouve pas, si le peuple continue de souffrir, on va toujours tirer dessus. Donc c'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure que la forme de l'État est quelque chose d'essentiel pour l'existence et l'affirmation d'un État. Parce que dès lors qu'une forme de l'État est mise en place et qu'on se rend compte que le peuple ne se reconnaît pas, le peuple continue de souffrir, tout à l'heure on va voir les éléments, les concepts autour de la décentralisation. On verra que la décentralisation a ceci de particulier que elle implémente et affirme une démocratie à la base qui permet déjà aux citoyens locaux, c'est-à-dire dans une localité, de choisir leurs propres dirigeants et d'identifier des problèmes qui sont propres à leur localité et à les résoudre. Je vais prendre un exemple. Quelqu'un qui vit à Bonapuiso n'a pas les mêmes problèmes que quelqu'un qui vit à Bipanda-Yoyon. Parce que celui de Bonapuiso, lui, il veut les jets d'eau, il veut des rues, habiller des arbres, et ainsi de suite. Oh, l'homme de Bipanda-Yoyon, lui, veut au moins même la lumière, l'éclairage, la route, pour rejoindre la route centrale. Donc voilà autant de spécificités, autant d'éléments que nous pouvons développer qui rentrent dans les stratégies de mise en place des formes de l'État selon que cela convienne à un État ou à un autre. Mais ce qui est important, c'est de savoir que gagne le peuple dans la forme de l'État. Alors, puisqu'on parle de décentralisation, allons-y. Oui. Docteur Issamé, lorsqu'on parle donc de décentralisation, il n'y a pas fondamentalement de différence avec le système fédéral, je veux dire du point de vue de la capacité de ce système à promouvoir le développement local. Il n'y a qu'une différence de degré, des degrés d'autonomie des entités qui composent cet État. Quand vous regardez bien, au niveau de l'État unitaire, c'est l'État unitaire décentralisé qu'on recherche. Mais l'État fédéral en lui-même est déjà un État décentralisé. Et vous vous rendez donc compte que dans les deux hypothèses, il y a décentralisation. Mais au niveau de l'État fédéral, les entités autonomes, comme on a dit, ont une plus grande autonomie, une autonomie politique, par exemple, une autonomie économique, même une autonomie culturelle et sectorielle. Or, vous n'avez pas cette grande autonomie-là au niveau de l'État unitaire décentralisé. Mais cet État unitaire décentralisé peut parfois faire des efforts. Comment? L'État unitaire décentralisé va créer des strates aussi d'autonomie. Il est des États comme le Niger ou la France où on a la commune, le département et la région. Le Bénin, il n'y a que les communes. Au Cameroun, vous avez les communes et il y a les régions qui sont annoncées. Je rappelle que la communauté urbaine est rangée dans la catégorie des communes. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, en fonction du niveau, vous avez aussi des degrés d'autonomie. Malheureusement, pour l'État unitaire décentralisé, que l'on rencontre beaucoup plus en Afrique, les régions qui sont là sont des collectivités territoriales décentralisées et non pas des entités fédérées. Alors la différence sera quoi? C'est que les communes, les régions par exemple du Cameroun, quand elles viendront, elles vont prendre des délibérations au même titre que des communes. Elles n'auront pas la capacité de voter des lois régionales. Comme ce serait le cas avec des régions dans un système fédéral. Oui, et qu'on pourrait avoir effectivement. Donc, vous voyez que ce degré d'autonomie pose problème. Donc, en réalité, on a là des régions qui sont des grosses communes. C'est cela. Ce n'est que cela. Donc, maintenant, si on organise de cette manière et que les acteurs travaillent, je vous ai dit que la base de tout cela, on va débattre pendant des années, des siècles, tout cela. S'il n'y a pas une volonté, parce que c'est la volonté à la base, c'est la culture politique des uns et des autres, c'est la justice sociale, c'est l'envie de vivre ensemble, mais de manière à ce que chacun soit épanoui. Parce qu'il y a un type de vivre ensemble où vous êtes ensemble, certains sont épanouis et d'autres pas. C'est un très mauvais vivre ensemble. Enfin, c'est un vivre ensemble d'un autre type. Pas manger ensemble. Voilà. Donc, il faut manger ensemble et estimer qu'on vit ensemble. Et pour cela, donc, dans les États unitaires décentralisés,
on demande qu'il y ait assez de ressources pour les entités décentralisées. Autrement dit, si vous voulez que ça marche au Cameroun, il y a un problème que posent la plupart des maires et des délégués du gouvernement, et certainement quand les présidents des régions seront là, ça sera la même chose, celui des ressources financières. Moi, j'estime que pour montrer qu'il y a une volonté d'avancer, qu'on ramène au moins 30% dans un premier temps. 30%, si on peut le faire, on va régler ce problème des finances. Mais ce n'est pas tant le problème des finances seulement. Pourquoi? Parce que dans les ressources, il y a les ressources humaines. Il faut des acteurs capables d'avoir des projets, quand on est dans des communes, capables de les implémenter. Il faut aller jusqu'au bout. Et ces acteurs-là, même quand l'État décide de ne pas envoyer assez, l'État a l'obligation d'envoyer assez. Mais dans les faits, si ça ne se passe pas ainsi, le législateur a prévu d'autres mécanismes qui permettent de mobiliser des ressources. Or, ça pose problème jusqu'à aujourd'hui parce que les acteurs locaux n'ont pas encore cette capacité. Je vais terminer en disant quelque chose de très important assez rapidement. C'est que aujourd'hui, si vous regardez le projet camerounais en matière de décentralisation, il est demeuré sur le plan institutionnel et normatif. Il faut faire très attention sur ce point de vue-là. Parce que toutes les sorties qui ont été faites jusqu'à aujourd'hui officielles vous indiquent qu'il y a eu transfert de compétences. Et ça, la loi a réglé, on ne peut pas en discuter. C'est le législateur qui transfère les compétences. Maintenant, depuis 2010, le pouvoir réglementaire indique les modalités d'exercice de ces compétences-là. Et il y a des dotations, ils sont envoyés, le transfert de fiscalité et autre chose. Et vous voyez que ce qu'on attend beaucoup plus, ce sont les régions qui viendront, tout comme les communes aussi, c'est-à-dire qu'on aura les institutions qu'on va appeler régions. Il y a déjà les lois qui encadrent ces régions-là, il reste une loi qui détermine le nombre de conseillers régionaux et les indemnités. Mais la décentralisation factuelle, si on ne fait pas attention, elle ne viendra pas. Pourquoi? Celle-là est fondée sur le quotidien des individus, les faits. Quelles sont les actions de développement et non pas quelles sont les institutions qui existent. Et là, vous me permettrez de dire, je l'ai déjà indiqué, même sur vos plateaux ici, qu'en 6 mois, on rend la décentralisation factuelle effective au Cameroun. C'est le chef de l'État. Docteur Edimo Mongori, tel que cela est développé par le docteur Issamé, on a le sentiment que même après la mise en place des régions, on ne sera pas sorti d'auberge. Puisque les régions étant des grandes communes, si au niveau des communes, on a du mal à implémenter un certain nombre de choses, de manière à ce que les populations puissent ressentir effectivement qu'il y a une amélioration de leurs conditions de vie, même avec les régions demain, on n'aura pas beaucoup bougé. Absolument. La question essentielle, c'est celle de comprendre si on veut avancer vers un bien-être suffisamment partagé, largement partagé. Vous serez peut-être surpris de l'apprendre. La France est un État unitaire aussi et décentralisé. Le gouvernement central, si vous vous rendez compte du fait que ce gouvernement central gère aujourd'hui à peu près 30% des budgets des finances publiques en circulation dans tout le pays et que 70% reviennent aux départements, aux régions et aux communes, vous comprenez que en fait, ça ne sert à rien de multiplier ces institutions. Si les compétences, aussi bien humaines que les dotations financières, ne suivent pas. Donc, il y a des contenus à mettre. Il faut mettre des contenus suffisamment solides. Et pour le moment, j'ai eu l'impression personnellement que il y a un désintérêt suffisamment avancé parce qu'il y a quand même une loi de décentralisation qui existe quand même depuis 1996. Il y a une lenteur caractérisée à faire émerger
une décentralisation. Et je pense que, en fait, cette situation a prêté le flanc à ce que nous voyons aujourd'hui, parce qu'en fait, dans le fond, moi je dis, il y a 10 ans, personne n'avait l'impression qu'il devrait avoir une crise anglophone. Seulement, le fait que les indices de développement humain, la croissance elle-même est suffisamment peu inclusive au Cameroun, a poussé naturellement les gens à aller vers ces revendications, encore que, et moi je sais que tout le monde ne le partage pas peut-être ici, encore que, moi je présente le Cameroun comme un pays à part, un pays central en Afrique, un pays innervé par plusieurs corridors de transit, qui est dans l'intime proximité des pays démographiquement forts comme le Nigeria, la RDC. Donc un pays qui, une fois en train d'émerger, devrait logiquement tirer dans sa course beaucoup d'autres, même s'il paraît petit. Mais fragiliser l'Afrique subsaharienne doit passer par un acteur qui s'appelle le Cameroun, qui est le point de jonction naturel de l'Afrique centrale, de l'Afrique occidentale et de l'Afrique sahélienne. En ce sens, je prête déjà le flanc à cette théorie du complot que beaucoup n'aiment pas. Donc pour vous, le Cameroun serait le levier de déstabilisation de la sous-région Afrique centrale du golfe de Guinée, qui est quand même une région qui va aller chercher dans le milliard d'habitants d'ici 2050. Donc un gigamarché en lui-même, riche en hydrocarbures, riche en hommes et aussi riche en compétences. Comme pour dire qu'en fait le problème de décentralisation, de fédéralisme, je ne sais pas de quoi qui est posé, en fait n'est que du saupoudrage. C'est les raisons réelles. C'est une articulation à mon avis, d'une solution pour certains États de freiner le développement, je vais dire surtout l'industrialisation de l'Afrique. L'Afrique ne se lèvera jamais aussi longtemps qu'elle s'industrialisera. C'est une position que vous partagez, docteur Mansou? Pas du tout. Il ne faut pas. Je voulais pas. C'est pas parce qu'on a des potentialités, c'est pas parce qu'on a des moyens que on ne doit pas organiser un État. Un État s'organise et l'organisation administrative d'un État est déterminante pour son développement. Voyez-vous, les États qui sont bien organisés en Afrique, des États qui ont mis en place des institutions solides, des institutions qui fonctionnent, parce que nous avons un très bon corpus juridique ici, mais un corpus juridique qui est dans le vide. Dans le vide parce que les hommes chargés de mettre les questions de gouvernance en place sont en retard sur certains aspects. Autrement dit, même si des puissances étrangères tapis dans l'ombre et visant à déstabiliser le pays arrivaient à le faire, ils auraient eu l'occasion à travers un management. On a prêté le flanc. Nous avons prêté le flanc. Rien ne nous empêche de donner la possibilité à nos populations de nous exprimer. Les peuples qui s'expriment sur le devenir, je ne parle même pas de l'avenir, je parle du devenir de leur État, sont les peuples forts. Ce qui fait la force d'Israël aujourd'hui, c'est parce que Israël est aussi une démocratie. Ce qui fait la force de certains pays en Asie, c'est que ces pays-là sont des démocraties. Ceux qui refusent la démocratie, qui limitent la liberté publique, qui renvoient le pouvoir de l'État à la personnification du pouvoir, c'est eux qui ont des difficultés. Non, en fait, pour vous, c'est ça l'origine du problème. C'est là l'origine du problème. Il faut donner de l'air, de l'oxygène au peuple, leur permettre de s'exprimer au niveau local. On a transmis des compétences. Mais lorsqu'on a transmis des compétences, on a vu des ministres devenir chefs de village, des ministres, après le rôle de ministre, devenir maire. Les mêmes hommes se retrouvent partout pendant tout le temps.
Ça ne peut pas. Il faut libérer, il faut donner de l'oxygène politique au peuple pour qu'elle puisse s'exprimer sur leur devenir. Les questions d'organisation administrative de l'État vont se régler tout seuls. Alors, donc, vous avez dit, au niveau du fédéralisme, vous avez dit, on parle des États avec des États qui ont une sorte d'autonomie et qui réussissent à transférer une partie peut-être de leur pouvoir à une autorité supérieure. Est-ce que vous avez dit ça, ils sont du fédéralisme? Pour la décentralisation, vous avez parlé de la nécessité, de la capacité pour les peuples à choisir leurs élus, des élus locaux qui travaillent, préparent des projets de développement en fonction des réalités locales et les implémentent pour la bonne marche de la localité, pour le bien-être des populations. Exactement. Sur cette question-là, docteur Essomba, il n'y a donc pas de lien à établir entre le fédéralisme et la sécession? Non, je vais revenir avant la sécession. Duval, permettez-moi de me prononcer quand même sur la décentralisation. Je crois que le juriste est un professionnel de la définition. Je voudrais revenir sur cette définition. La décentralisation, qui est un aménagement justement du centralisme de l'État, c'est-à-dire un aménagement politique et administratif du centralisme de l'État, c'est cette méthode qui consiste pour l'État central de transférer les compétences et les ressources sur le plan local entre les mains des élus locaux qui ont donc pour mission le développement local. Et à partir de là, ces élus locaux donc, sont sous le contrôle de l'État à partir de ce qu'on a appelé une tutelle administrative que le préfet exerce sur le maire et que le gouverneur exerce sur le président du conseil régional. Il faut le préciser. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que sur le terrain de la pratique, le préfet n'est pas le supérieur hiérarchique du maire. Il veille juste que les actes pris par le maire restent conformes à la légalité. Maintenant, la question que vous posez, je voudrais vous dire que pendant que le fédéralisme et la décentralisation confortent... Oui, je pose la question parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont donné l'impression qu'un fédéralisme pourrait déboucher sur un glissement vers la sécession. Oui, c'est-à-dire qu'une forte, on a dit tout à l'heure, une forte autonomie des entités fédérées peut déboucher vers la demande, justement, vers le phénomène de faire sécession. C'est la raison pour laquelle, M. Duval, la sécession, c'est quoi en fait? C'est simplement que c'est un système politique dans lequel, enfin c'est une action par laquelle une partie de la population de l'État, de manière volontaire, décide de se séparer de comment dire, ce que j'appellerais la collectivité établie, en vue de mettre en place soit un État distinct, soit de se rattacher à un autre État. Donc, ce mécanisme de sécession peut se dérouler soit par voie pacifique, soit par voie violente, un peu comme c'est le cas au Cameroun aujourd'hui, par l'option violente. Et la différence fondamentale, c'est quoi? C'est que la fédération et la décentralisation confrontent l'unité de l'État, alors que la sécession est un élément de division de la forme unitaire de l'État. Parce qu'il faut comprendre cela. Donc, en fait, la sécession est une atteinte au caractère unitaire d'un État. Et à partir de là, on se rend véritablement compte que, comme je l'ai indiqué... Peut-être que c'est bien de le rappeler, Dr. Essomba. Oui. La décentralisation ou le fédéralisme ne sont pas des obstacles au caractère unitaire de l'État. Or, la sécession devient justement une atteinte justement au caractère unitaire de l'État. Docteur Essomba, je voudrais même préciser que la sécession, dans certains pays ou au Cameroun, est considérée comme une infraction pénale. C'est une atteinte à l'intégrité de l'État. L'intégrité territoriale. Ce qui n'est pas forcément le cas pour tous les pays du monde. Ce qui est le cas. Parce qu'il semble qu'il y a des États où effectivement la Constitution prévoit la possibilité pour les États à un moment donné de pouvoir se retirer. Non, c'est différent. La sécession... Le cas de l'Éthiopie par exemple. Oui. La sécession est différente de la séparation. Comme l'Écosse a voulu partir de l'Empire britannique. Lorsque c'est prévu par voie référendaire, cela est possible, mais à ce moment bien précis, on parle de séparation. Non. Mais la sécession... De séparatisme et non de sécession. C'est-à-dire que la sécession n'est pas le séparatisme. Oui. Non, je voudrais préciser ceci. Oui. La sécession faire sécession ne trouve aucun fondement, soit sur la coutume,
soit sur la jurisprudence, soit sur les tests. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, le droit pour les États de disposer d'eux-mêmes et le droit d'autonomie, de l'autodétermination de l'État sont donc les fondements qui justifient la nécessité de faire sécession. C'est-à-dire que la sécession n'est pas consacrée. Aucun test international, aucun instrument juridique international ne consacre, même la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ne consacre la nécessité de faire sécession. Mais la sécession part du fait que, comme on reconnaît au peuple le droit de disposer d'eux-mêmes et le droit d'autodétermination, donc ces éléments peuvent donc être fondateurs d'une sécession. Donc il faut bien l'indiquer. Parce qu'à partir de là, donc, c'est pourquoi je dis, la sécession donc, a pour comment dire, c'est dans ce sillage qu'on peut, est-ce que c'est dans ce sillage qu'on peut citer des exemples comme le cas de la Russie qui fait sécession de l'Union des républiques socialistes soviétiques en 91, ou encore le cas de la Crimée, qui se détache de l'Ukraine. Oui. En fait, ce qu'il faut pouvoir indiquer. C'est dans ce sens, c'est dans le sens du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Oui, c'est dans le sens du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et le droit de l'autodétermination des peuples. À partir de là, c'est-à-dire que ces deux éléments justifient la fondation du droit à faire sécession. Or, la sécession en elle-même n'est consacrée par aucun test, encore moins par une jurisprudence ou une coutume, que ce soit international. Mais le cas de Djibouti dont on parlait tout à l'heure, docteur Idio Mungouri, c'est un cas particulier, je veux dire quoi? Oh, c'est un cas particulier. Ok. Alors, vous voulez développer tout à l'heure sur la question, docteur Wansi? Oui, je voudrais dire que sur le distinguo qu'il y aurait entre séparatisme, sécession. Oui, il y a une véritable. Lorsque le principe de l'autonomie et de l'indépendance, du moins de l'autodétermination des peuples se précise, ou bien encore, lorsqu'il est posé sur la table de négociation, on parle de séparation, on n'utilise pas le mot sécession. Le mot sécession s'utilise surtout dans des situations de crise. En 1865, aux États-Unis, c'est la crise entre les confédérés et les États et l'État fédéral qui a posé la question de la sécession et qui a amené les États confédérés à rentrer en guerre contre l'État fédéral. Au Biafra, qui est plus proche de nous, le Biafra a manifesté ses velléités de sécession en prenant les armes. Or, lorsque les peuples posent souvent la question d'autodétermination, elles posent d'abord dans des négociations ou encore dans des manifestations de volonté de leur population, soit par voie référendaire, soit par voie parlementaire. Le cas encore, un cas de sécession en Afrique qui a raté, je crois que c'est le cas du Katanga. Katanga, oui, Katanga avec le président Tshombe, qui a manifesté des velléités à ce moment de sécession, pas de séparation. Parce que quand on parle de séparation, déjà, il y a un processus. Non, mon docteur, peut-être faudrait-il préciser que quand la manifestation est pacifique, quand on utilise la voie pacifique, nous sommes dans une séparation. Exactement. Or, quand on utilise la voie de la violence, nous sommes plutôt dans le cadre d'une sécession. Mais dans les deux cas, on parle de séparatisme, puisqu'il y a le séparatisme pacifique, comme on l'a eu en Tchécoslovaquie à l'époque. Alors, deux États se sont créés, l'État tchèque, l'État slovaque. Mais en Est-Yougoslavie, c'était la séparation violente à ce niveau-là. Donc, dans les deux cas en sciences politiques, nous, on parle de séparatisme. Donc, il y ait une séparation douce, ou alors violente, et il y a séparatisme. Mais maintenant, est-ce qu'il y a synonymie entre le séparatisme et le fédéralisme? Non. Est-ce que le fédéralisme peut éventuellement aboutir à un séparatisme? Ça peut arriver si les acteurs politiques, en fonction de leurs intérêts, ne s'entendent pas à un moment donné. Pourquoi? Parce que les autonomies peuvent même être plus élevées et on arrive à une situation où les entités fédérées entrent en concurrence avec les entités fédérales. Mais qu'on maintienne toujours cette unité-là. C'est le cas que vous avez en Belgique. En Belgique, par exemple, la communauté française de Belgique agit au plan international. Alors en réalité, les questions internationales sont laissées à la compétence des institutions fédérales.
Donc, au niveau de la francophonie, vous avez le représentant de l'État fédéral de la Belgique et vous avez le représentant de la région, enfin de la communauté française de Belgique au niveau de cette même entité-là. Et ça ne pose pas de problème. C'est la raison pour laquelle je vous disais que quand on décide de mettre sur pied une organisation de l'État, il y a le contenu qu'on met dedans. Et puis il y a la culture des individus. Jusqu'à quel degré on réfléchit? A-t-on compris à quoi renvoie l'État? L'État, c'est quoi? Quelle est la finalité de l'État? Quel est le rapport de l'État aux populations qui sont là? Quelles sont les missions de l'État? Dans la communauté étatique qui est constituée, est-ce qu'il y a la dimension intégration? Autrement dit, est-ce que chacun trouve sa place dans cette communauté-là? Si cela est fait, vous verrez que vous pouvez prendre l'État unitaire centralisé, l'État unitaire décentralisé, l'État fédéral, il n'y aura pas de problème. Les problèmes naissent des injustices, les problèmes naissent des frustrations, des marginalisations. Et c'est cela, en réalité. Donc, il faut régler ces problèmes de culture-là. Amener, par exemple, les Camerounais que nous sommes à penser beaucoup plus à manger ensemble. Même si on ne mange pas la même chose au même degré, mais au moins que tout le monde puisse se retrouver là-dedans. Et vous verrez que la thèse du complot, même si naturellement il peut exister, quand on est dans un cadre du rapport de force, ce n'est pas elle qui influence fondamentalement le quotidien des États. Je rappelle d'ailleurs parce que de votre point de vue, donc, cette thèse du complot qui peut être un facteur exogène de déstabilisation trouve des fondements, je veux dire, trouve des voies dans une sorte de crise interne liée ce que j'appelle à ces frustrations. les opportunismes qui se créent. N'oubliez pas que dans le même contexte, il y a des États africains qui sont en train de se développer. Pourtant, l'Occident est là. Regarde. Donc, si vous dites que le Rwanda se développe, mais le Rwanda n'est pas hors de l'Afrique. Si la Mauritanie est en train d'évoluer, ce n'est pas hors de l'Afrique. On peut prendre le Botswana, on peut prendre le Ghana. Tous ces pays sont des États africains et qui se développent en Afrique en présence de ces acteurs occidentaux qu'on a Ils sont présentés comme des prédateurs. Voilà. Donc, j'ai dit, si les gens ne veulent pas s'organiser, si les gens ne veulent pas développer ce qu'on appelle vraiment vivre ensemble dans le manger ensemble, on va faire 1000 débats. Il y aura toujours des problèmes. Parce que les frustrations, ce n'est pas génération. Hein. Vous pouvez même régler. Si ceux qui ont trouvé l'accord qui était passé le remettent en cause, il y aura des frustrations. Donc, vraiment, travaillons sur la culture politique des acteurs, travaillons sur la véritable idée de vivre ensemble. Et surtout, au plan économique, commençons à industrialiser nos États. Ce n'est pas les moyens qui nous manquent pour ça. Il faut industrialiser les États pour devenir beaucoup plus forts, pour pouvoir donc répondre. Nous ne vivons pas dans un monde à part, nous sommes dans une société internationale. Et donc les rapports de force font en sorte que, mais si vous n'êtes pas prédateur, vous serez la proie. Donc de ce point de vue, la question ne se pose plus. Comment s'organiser, travailler pour que les gouvernants soient en phase avec leur peuple, pour que les gouvernants qui constituent l'élite puissent s'entendre entre eux, parce que vous avez l'élite gouvernementale, celle qui dirige. Si elle ne s'entend pas avec l'élite non gouvernementale, qui n'est pas au pouvoir sur un certain nombre de choses, comment gérer la cité, eh bien, il y aura toujours ces troubles-là. Votre avis sur cette polémique, ou je vais dire cette différence ou ressemblance qu'il y a entre sécession, séparatisme, ça revient un peu au débat qu'on faisait tout à l'heure sur le fédéralisme, la décentralisation. Ce ne sont que des concepts et qu'en réalité, tout dépend de ce qu'il y a à l'intérieur de ces vocables-là. Oui, absolument. Les questions clés sont les questions de contenu. Il faut avoir des contenus qui interpellent la quotidienneté des populations, l'accès au bien-être, l'accès au réseau. Est-ce que tout le monde a l'impression qu'il a accès à ces réseaux?
les réseaux sanitaires, les réseaux routiers, les réseaux de toutes sortes qui permettent en fait aux populations de s'épanouir. Aussi longtemps que ces questions ne sont pas suffisamment posées, suffisamment articulées, que les logiques redistributives, parce qu'il s'agit de ça, ne sont pas suffisamment robustes et véloces, on pourrait créer tout type de système, fédéralisme ceci, fédéralisme cela, décentralisation ceci et cela, aussi longtemps que ces questions de fond, qui sont des questions en fait vitales et élémentaires, ne sont pas agressées de manière accroître et de manière synchronisée, aussi longtemps que les populations, ceux qui dirigent même, n'ont pas la perception que, en fait, c'est la population, la majorité, la large majorité, qui est en fait le facteur discriminant, que c'est son bien-être qui est le facteur discriminant, aussi longtemps qu'on n'a pas développé l'idée, et ça c'est, je parle maintenant au Cameroun, que la mauvaise qualité de la dépense publique que nous connaissons, les surfacturations, les marchés fictifs à ciel ouvert, les surfacturations qu'on a connues dignes du XXIe siècle continuent à prospérer. Naturellement, personne ne peut faire confiance à personne. C'est-à-dire que nous évoluons dans une autre direction. C'est pour cela que je reviens souvent à ma théorie du complot. Le complot n'est pas toujours un complot d'encerclement extérieur. Il y a un encerclement qui est aussi intérieur. Et il est très évident, il est très clair aujourd'hui au Cameroun. On a l'impression que tous ceux qui ont pour mission, et il y a à peu près 70 personnes qui ont cette mission, de gérer les départements ministériels, on a l'impression qu'ils rament à contre-courant, totalement à contre-courant, du grand timonier. Des politiques, même pas du grand timonier, mais des politiques publiques que eux-mêmes défendent ou disent défendre de jour. Oui, mais puisqu'ils sont chargés de mettre en application la politique définie par le chef de l'État. C'est pour cela que la théorie du complot, je ne l'exclus jamais, parce que en fait, finalement, j'ai le sentiment, et je peux me tromper, j'ai le sentiment qu'il y a une poignée d'acteurs, articulés peut-être au premier niveau par des puissances hégémoniques, quelque part, qui ont leur but, à mon avis, qui est d'avoir un monde suffisamment, en fait, adossé sur un fonctionnement unipolaire, ou essentiellement unipolaire. Et je pèse mes mots quand je le dis, ces pays qui sont au devant de la scène affichent un déclin sensible et irréversible. Aussi bien au plan économique, ils sont rattrapés et seront, selon tous les prévisionnistes, et là je sors de notre cadre, je suis déjà dans la géopolitique et dans l'économie internationale, tous les prévisionnistes, que ce soit Ernst & Young, que ce soit Standard & Poor's et tout ça, ils sont d'avis que dans une dizaine d'années, il y aura effondrement. Non, mais il y aura une recomposition en profondeur des rapports de force traditionnels, c'est-à-dire que la planète où nous vivons sera gérée par 5 grandes puissances. Au cœur de ces 5 grandes puissances, il y aura 4 qui seront issus de l'Asie et une seule qui viendra de l'Occident. Ce n'était pas le cas il y a 30 ans. Il y a 30 ans, l'Occident gérait quand même 65% du PIB mondial. Aujourd'hui, cet Occident ne gère plus qu'à peu près 37%. Ça veut dire que, en fait, il y a des zones d'influence nouvelles qui sortent. Il y a une désindustrialisation massive de l'Occident. Et aujourd'hui, c'est pour ça que moi, je ne mets jamais de côté la thèse du complot. Aujourd'hui, l'Asie est totalement coûteuse. Les coûts des facteurs de production sont devenus exorbitants. Les réclamations économiques sont
énorme. Donc, produire en Asie aujourd'hui n'a plus de sens parce que c'est 4 fois les coûts des facteurs de production. D'où la délocalisation. Donc, forcément, ça va entraîner que l'Afrique va s'industrialiser. Mais quand elle va s'industrialiser, elle va sortir du giron progressivement de ceux qui veulent maintenir le monde dans un système unipolaire. Si ce n'est pas un complot, si ce n'est pas le complot, c'est peut-être du matérialisme historique, hein, Dr. Idiou Mongoré. Oh c'est à voir. On va se séparer dans quelques minutes, le temps peut-être de dire un mot de fin. Dr. Wansi, au finish, mais cette sécession-là, pourquoi on a le sentiment que des gens ont des frissons lorsqu'on parle de séparatisme? Pourtant, à observer partout dans le monde, les cas de séparatisme ne sont pas forcément des situations négatives ou néfastes. Parce qu'elle est d'abord violente. Dès que les gens prennent des armes, c'est violent. Et lorsqu'il y a des morts, la réaction n'est pas la même. C'est pourquoi l'organisation de l'État a voulu que, lorsque les peuples manifestent l'intention de se séparer, qu'on leur donne des voix au Parlement, qu'ils viennent au débat politique. Et le débat politique commence au stade local. Et c'est pourquoi nous, du moins scientifiques, nous souhaitons que le débat politique s'ouvre et que les textes soient implémentés. À ce moment bien précis, les extrémistes vont disparaître. Il y a des extrémistes qui ont disparu dans certains pays. Les extrémistes ne représentent plus rien au Nigeria. Parce que la volonté de vivre ensemble, parce que la modération l'a emporté sur les extrémistes. Nous avons laissé les extrémistes se développer. Pourquoi? Parce que nous avons un peu trop forcé. Absolument. Nous avons trop forcé, un peu trop réprimé durement. Mais là, on a réprimé un mélange d'extrémistes et de modérés. Tous ont été confondus. Mais par contre, si on avait depuis amorcé la décentralisation, amorcé peut-être le fédéralisme, on aurait isolé ces éléments. Or, aujourd'hui, les gens dans la région, avec un air hypocrite, plus ou moins, se disent que peut-être que ces sécessionnistes seront leur bonheur. Mais je vous dis quelque chose. Au Cameroun, la décentralisation, ou du moins l'organisation administrative, nous a aidés, en ce sens que chacun sait d'où il vient. Absolument. Vous dites à un Camerounais, quel est ton village? Je vous dis, quelle est ta communauté? Dit. Donc, jusqu'à présent, nous avons encore le temps d'isoler les extrémistes. Absolument. Parce qu'on sait qui est qui dans les villages. Docteur Issoma, on sort de l'émission. Diva, moi j'ai voulu préciser ce que j'ai dit tout à l'heure. Peut-être je suis arrivé un peu plus rapidement sur la question. J'indiquais que la différence entre la sécession, la fédération et la décentralisation, c'est simplement que la fédération et la décentralisation concourent à l'unité de l'État. Ça, il faut le retenir. Or, la sécession participe de la division de l'État. Et j'indiquais également que en parcourant les instruments juridiques internationaux, même les tests sur le plan national de chaque État africain, et ainsi de suite, on se rend compte qu'il n'y a pas un droit à faire sécession. Mais partant du fait que les peuples, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et le principe de l'autorité, ils ont le droit de résister à l'oppression. L'idée de faire sécession. Et c'est la raison pour laquelle la sécession aboutit à quoi? Soit la mise en place d'un nouvel État, soit l'entité qui a fait sécession, oui, aboutit à un rattachement à un autre État. C'est pourquoi la Crimée s'est rattachée à la Russie. C'est-à-dire que c'est un parti est sorti de l'Ukraine. C'est-à-dire que c'était sur la base justement du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et comprenez ceci, que à partir de la sécession, prenons le cas du Cameroun, et il faut que les téléspectateurs nous comprennent. Pourquoi cette sécession fait tant mal? Simplement parce qu'elle débouche sur 3 conséquences. 1. La division du territoire de l'État, la division du peuple et l'altération de l'autorité souveraine de l'État. Voilà les 3 conséquences néfastes du sécessionnisme. C'est la raison pour laquelle, comme on le disait tout à l'heure, les formes de l'État vont dépendre de ce que le contenant peut avoir comme contenu. Alors, si le contenant n'a pas de contenu, ce sera très grave parce que le contenu n'aura pas de contenant.
Et ça sera très compliqué. Docteur Isaac Samé, pour sortir. Oui, disons que si la sécession est venue, c'est parce qu'on n'a pas pu trouver une solution à temps, tout simplement. Mais il a encore temps de mettre fin à cette sécession. Elle n'est pas arrivée à la sécession. Non, je vais dire que l'action, l'idée, voilà, l'idée de sécession. L'idée qui est là, parce que vous regardez bien, vous pouvez minimiser ça, mais tout se passe dans les esprits comme si c'était déjà là, comme si c'était une solution. Non, ça ne doit pas arriver. Donc, le fédéralisme ou la décentralisation peut l'un ou l'autre peut aider le Cameroun. Mais maintenant, le gouvernement camerounais, se fondant sur la Constitution, a proposé l'État unitaire décentralisé. Cette décentralisation qu'on attend, plutôt que de mettre l'accent seulement sur les institutions et les lois, je dis qu'il faut aller sur le terrain, rendre la décentralisation effective. Et en 6 mois, c'est possible. Je le dis, si le gouvernement du Cameroun nous fait confiance, en 6 mois, vous pouvez compter, la décentralisation soit effective au Cameroun. Malgré le goulot d'étranglement. Effectivement, dans la planification que nous avons envisagée, il y a ces Non, en fait, ce qu'il veut dire, c'est que c'est une question de volonté politique. Oui, justement, mais il faut sans oublier qu'on a vu tout à l'heure le contrôle, la tutelle est extrêmement. Non, je dis que on a la question du délégué qui est nommé. Le système de contrôle dans la planification de 6 mois va au-delà de la tutelle. Et donc, si on applique cela, je vous dis en 6 mois, de toutes les façons, le problème camerounais est là, il faut le résoudre. Merci messieurs d'être venus sur ce plateau. Merci pour toutes ces explications. Docteur Joël Raphaël Ouanssi, merci d'être venu sur le plateau de 237 débats. Merci. Je rappelle que vous êtes juriste, très intéressé par le droit international et également très préoccupé par les questions environnementales. Infiniment merci d'être venu sur ce plateau. Merci également, Dr Isaac Samé, d'être venu. Vous êtes enseignant de sciences politiques et vous êtes très intéressé par des questions de décentralisation et développement local. Docteur Luisien Somba, infiniment merci d'être venu. Je voudrais vous dire merci, tout en rappelant que la sécession pose un autre problème, c'est celui de la reconnaissance de l'État sur le plan du droit international. Vous êtes enseignant de droit public, vous êtes au département de droit public à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Douala. Merci d'être venu. Docteur Georges Edimo Mongori, merci. Merci. Quelqu'un l'a dit, en 6 mois, ça peut être fait. Voilà. Il faut accélérer. Et surtout aussi, il ne faut pas fermer tout à fait la porte à la possibilité d'aller vers le fédéralisme. Merci, docteur Edimo Mongori, d'être venu. Vous êtes donc juriste, vous êtes spécialiste du droit des organisations. Vous avez également écrit beaucoup d'ouvrages sur les questions de sciences politiques et même d'économie. D'ailleurs, vous avez 2 ou 3 autres ouvrages dans le pipe. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Absolument. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir regardé cette autre livraison de 237 débats. Je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. Au revoir.